Traversée. Il ne reste que l'eau. De tout le reste du monde, de tout ce qu'il a connu, touché ou même imaginé au cours de sa courte vie, il ne reste que de l'eau. Elle n'a pas seulement tout effacé aux yeux de Y, mais aussi pour ses oreilles bourdonnantes de liquide et pour sa langue brûlée de sel, tout comme les terminaisons nerveuses de chaque portion de peau découverte. L'eau l'entoure et le recouvre si bien qu'une partie de lui se demande si elle ne l'a pas absorbé proprement et simplement. L'être humain est constitué en majorité d'eau, mais cela Y ne le sait pas. Il n'avait jamais pensé qu'il pût en exister autant au même endroit. Le mur de la pluie cache à ses yeux l'étendue sans fin de la mer dont il ne perçoit plus que les brusques halètements sous le bateau. Les fesses du garçon se soulèvent quand la frêle embarcation arrive en haut d'une crête et reste un instant comme perché dans le vide avant de retomber. Alors le cœur de Y grimpe brusquement dans sa gorge et il tend les bras des deux côtés pour essayer de se raccrocher à ses voisins. Ceux-ci n'offrent aucune prise. Ils font exactement comme lui. Y ne connaît pas leur visage, seulement la sensation de l'étoffe détrempée à laquelle ses doigts se cramponnent. Tous voudraient trouver quelque chose de ferme, quelque chose de solide, mais il n'y a plus rien. Ils sont tous embarqués sur le même esquif, avec ses rebords de plastique gonflés et son plancher d'aluminium, vers la même destination incertaine. Dans la poche du pantalon du garçon, il y a les papiers qu'il possède encore. Sur la rive, juste avant de monter, il les a sortis pour s'assurer qu'ils étaient toujours là. Déjà, la tempête menaçait. Déjà, le vent les giflait de sa main glacée et humide et soulevait quelques vagues. L'une d'entre elles, plus haute et plus vindicative que les autres, s'est dressée jusqu'à la hauteur du garçon et s'est abattue sur lui avec un sifflement de prédateur. Il s'est retrouvé instantanément trempé, l'eau dégoulinée de ses courts cheveux noirs à ses chaussettes usées dans les baskets de plastique avec lesquelles il avait déjà parcouru tant de kilomètres. Les papiers ont subi le pire de l'assaut. Ils ont instantanément molli. Ils se sont gonflés d'eau et de sel, et l'encre s'est mise à couler tant et si bien que les lettres de son nom, de son âge et de son adresse se sont dissipées comme un souvenir ancien. Jusqu'alors, le garçon avait un prénom et les certitudes qui viennent avec. Une seule lettre est restée sur le papier inutile, le Y initial, comme deux bras tendus de détresse ou dans l'espoir de traverser et d'atteindre rue. Alors que s'envolait la dernière trace de sa vie passée, Y n'a même pas versé une larme. Puis les passeurs à qui il avait donné ses derniers euros, bien plus que le prix convenu, se sont mis à crier que c'était l'heure, qu'il fallait y aller. Ils avaient avec eux un gros chien au croc dévoilé qui aboyait aux chevilles de Y et des autres qui, affolés, se sont vus cornaquer vers le bateau. En dévalant la pente douce et caillouteuse de la plage, Y s'est senti un instant comme une bête lancée dans une arène pour s'y battre à mort. Il a trébuché sur une branche écumeuse, il a failli tomber, mais s'est redressé juste à temps. Il s'est jeté en travers du bord du bateau, saisissant un cordage pour réussir à se hisser. Alors il a dû grogner, crier comme les autres pour se faire une place, serrant toujours contre lui la minuscule sacoche où restaient ses dernières affaires, quelques lambeaux de tissu sans forme ni couleur, une photographie ou deux de la famille qui seront bientôt effacées par l'eau, des reliques d'une vie terminée. Quand tout le monde est monté, il a cru que le bateau allait partir, mais d'autres sont arrivés encore et ils se sont entassés à leur tour. Quand Y a pensé qu'il n'y avait plus de place, il a bien fallu en faire à nouveau. Il a senti sous lui la ligne de flottaison de l'esquif s'enfoncer un peu. Il n'a pas eu le temps de se demander si le bateau pouvait encore naviguer. Tout s'est passé en un éclair. Alors que les nuages gris et lourds descendaient du nord, les passeurs ont marché dans l'eau jusqu'au bateau et se sont mis à pousser. Quelqu'un a demandé, dans une langue que le garçon ne connaissait pas, pourquoi les hommes ne montaient pas avec eux pour guider l'embarcation. Pour toute réponse, le passeur a jeté sur les passagers quelques courtes pagaies de plastique. Il a tendu le doigt vers le nord, vers l'ombre gigantesque que les nuages ne parvenaient pas à masquer complètement, et il a dit que c'était tout droit. Puis une vague suffisamment forte a entraîné le bateau. Les hommes ne se sont pas attardés, ils ne leur ont pas adressé de geste de revoir ni aucune parole de bonne chance. Le bateau, au fond de feuilles d'aluminium, a commencé à glisser sur la marée et Y a vu la côte s'éloigner. Il a tourné la tête vers le nord et plissé les yeux pour essayer de distinguer rue de l'autre côté. Il était si près. Il avait entrepris ce voyage des mois auparavant, toute une vie à ses jeunes yeux, ou une éternité, et enfin, il l'apercevait. Il a souri. D'autres sur le bateau ont fait comme lui. Des voix se sont levées dans une demi-douzaine de langues qui disaient toutes la même chose. « Rue ! Rue !» Celle-ci n'était encore qu'une forme floue dans la brume. Elle ressemblait à un cumulus plus gros et plus rouge que les autres posés près de l'horizon. Mais les voix se sont bien vite tues quand les premières gouttes se sont mises à tomber.
Alors, toute proche pourtant, Rue s'est effacée derrière le rideau de l'eau et la lumière a baissé rapidement. Maintenant, balancé, ballotté à sa place dans l'obscurité, Y sent toujours son cœur battre, mais de terreur et non d'excitation. Le vent souffle si fort que la pluie ne tombe plus. Elle raye la nuit à l'horizontale. Le bateau n'est pas muni de phare, de passagers pagayés encore, envers et contre tout. Les autres rames ont été arrachées par la mer aux mains qui les employaient. Quelques-uns ont sorti leur téléphone portable et s'en servent comme lampes de poche qui font autant de points blafards. Rue, au nord, n'a pas tout à fait disparu. Les énormes projecteurs côtiers balayent la mer à la recherche d'embarcations comme la leur. Des cercles d'un jaune brûlant scrutent les hauts et les creux des vagues, et nul ne pourrait dire par quel miracle le bateau où se trouve le garçon n'est dévoilé par aucun d'entre eux. Ils ne sont cependant pas la seule menace à leur équiper. Tous savent que des navires de garde-côte et bien d'autres encore quadrillent le bras de mer à la recherche de ceux qui tentent de traverser. Durant le voyage jusqu'à la côte, Y a pu écouter toutes les histoires à leur sujet. On lui a raconté les navires coulés, les voyageurs tirés de leurs bateaux pour mieux les rejeter à l'eau sans gilet de sauvetage ou directement rendus à la police. On lui a raconté aussi les rares qui sont là pour les aider, au risque d'être arrêtés à leur tour. Ceux-là sont bien moins nombreux. En s'embarquant, tous ceux qui veulent atteindre Rue savent qu'ils seront seuls. Le plus grand risque, ce sont encore les paquebots et les tankers qui croisent au large de Rue dans leur couloir maritime. Le garçon a cru en apercevoir plusieurs, heureusement au loin. Ils ressemblaient à de petites villes glissant sur la mer, brillant de dizaines de lueurs. Indifférents à la houe, ils sont si gros que la mer n'est pour eux qu'une route. Si leur esquif croise le chemin d'un pareil monstre de métal, le déplacement d'eau sera si ample qu'ils seront renversés et jetés à l'eau aussi facilement que l'on écrase une mouche. En dépit de tout, chassés de tous côtés, poursuivis par des navires invisibles qui patrouillent la mer, toute lumière éteinte à la recherche de celle des téléphones, au risque à chaque instant d'être dévoilée, de gîter, de chavirer ou de se renverser, l'embarcation continue. Seule au milieu de l'eau dessous, de l'eau sur les côtés et de l'eau qui s'abat d'en haut, elle est un monde minuscule lancé à la rencontre du monde plus grand de l'autre côté et à la rencontre de Rue qui semble faire de son mieux pour qu'il ne parvienne pas jusqu'à elle. Une pagaie de pluie est emportée par le courant et il n'y a désormais plus qu'un seul homme qui rame frénétiquement vers le nord. Dans une eau plus calme, ses efforts pourraient avoir un effet sur le cap, mais la houle est telle qu'il est futile de croire exercer un contrôle. Il continue néanmoins et la rame de plastique le maintient droit davantage qu'elle ne guide l'embarcation. Le cercle lumineux d'un projecteur passe tout près d'eux, frôlant le bras de Y. Quelqu'un sur le bateau pousse un cri de terreur. Le temps paraît s'arrêter et, à la sidération de ses passagers, l'esquif fait de même. Pour la première fois, ces passagers lèvent le regard les uns vers les autres et cherchent dans les yeux de leurs voisins une réponse à cette soudaine immobilité. Tout à leur peur du projecteur, aucun n'a senti le choc ni entendu le bruit sourd. Ils ont heurté quelque chose. Un éclat se révèle soudain au-dessus d'eux, ainsi que des voix criées et enthousiastes. Toutes les lumières du navire contre lequel ils viennent de cogner s'allument d'un seul coup, ramenant le jour et les ombres fines des gouttes de pluie. Y ne comprend pas ce que dit l'équipage au-dessus de lui. Des visages apparaissent à contre-jour par-dessus le bastingage. Le garçon ne distingue pas leurs expressions, masquées par la lumière des projecteurs. Le ton de leur voix, cependant, ne laisse pas longtemps la place au doute. Les passagers pourraient s'attendre à ce qu'on leur lance une échelle ou au moins une corde, mais rien ne vient. Ils n'entendent que le grondement sous-marin des moteurs du navire qui se met à virer dans leur direction. L'eau s'accumule sous l'esquive des voyageurs quand la panique se déclare à bord. Cependant, il n'y a nulle part où aller ou fuir. L'agitation qui saisit ceux qui ont tenté la traversée ne fait que déstabiliser un peu plus l'embarcation qui commence à basculer. Alors, saisis d'une énergie désespérée, certains, dont Y fait partie, se précipitent à bâbord et de toute leur force poussent contre la coque du navire qui cherche à les noyer pour s'en éloigner. Ils poussent de leurs mains, de leurs bras, de leurs épaules, et pendant un instant, il semble qu'ils réussissent à se déporter, mais les moteurs inexorables les rattrapent encore. Que peuvent-ils vraiment faire avec leur corps d'hommes et de femmes contre la force de la machine et du fioul ? Le premier d'entre eux perd l'équilibre et bascule en arrière. En tentant de se rattraper à ses voisins, il les entraîne avec lui. Et, dans un mouvement lent et presque comique, il tombe à l'eau. Les autres qui poussaient sont renvoyés en arrière à leur tour. Y, par chance plutôt que par agilité, s'effondre au milieu des passagers restants. Mais à présent, la coque d'acier
pointée de rouille touche le rebord de plastique et pousse elle aussi. Sous les encouragements et les applaudissements de son équipage, le navire, aidé par toute la puissance de la mer affamée, fait s'élever un côté de l'esquive jusqu'à ce que le fond se dresse presque à la verticale. Le garçon essaie une dernière fois de s'accrocher à un cordage. Il lui semble être le dernier passager à n'avoir pas encore basculé. Ses pieds ne touchent plus rien. Sous lui, la mer s'ouvre comme un gouffre. Au-dessus apparaît la forme d'un vaisseau pétrolier dominant de plusieurs dizaines de mètres le navire qui le jette à l'eau. Une corne de brume tonne. Alors, rendu encore plus minuscule, la frêle barque à laquelle il tient encore se renverse pour de bon et l'entraîne sous elle. Quand Y touche l'eau, il n'a que le temps de se dire qu'il y avait déjà tant d'eau dans l'air que, dedans ou dehors, cela ne fait au final pas une grande différence. Il ouvre les yeux, la tête sur le sable. Étourdi, le garçon se redresse péniblement. L'écume mouille encore un peu ses chaussures détrempées. Par réflexe, pour se débarrasser de ses baskets et de ses chaussettes, il pousse avec la pointe de ses pieds. Ils sont bleus de froid. Il attrape une grosse poignée de sable et les frotte vigoureusement. Il plie chacun de ses orteils l'un après l'autre. Puis, d'un mouvement d'épaule, il se défait du gilet de sauvetage jaune fluorescent qui pend à son cou, misérablement dégonflé. La toile en est déchirée, il l'abandonne sur la grève, certain qu'il ne doit pas garder cet habit qui le désigne à coup sûr comme venant d'accomplir la traversée. Le vent d'est perce alors son maigre sweatshirt. L'air autour de lui est gris, comme la mer qui l'a recraché. Il se rend compte que le matin est venu. La dernière étape de son voyage, à peine 3 dizaines de kilomètres à franchir, aura duré toute la nuit. Y porte son regard autour de lui. La plage, à marée basse, s'étend sur plus d'1 kilomètre. Y sait pourtant qu'il ne doit pas rester là. La mer frémit à l'horizon et commence à grignoter le sable. D'ici quelques heures, toute la crique sera remplie. Un peu plus bas, plus près de l'eau, ce qu'il reste du bateau l'a suivi. Rendue légère par l'absence de passagers, l'embarcation flotte, incertaine, portée dans une direction puis dans une autre. Le garçon pense qu'on dirait qu'elle l'a suivi mais n'ose pas le rejoindre. Pourtant, il n'essaie pas d'aller la récupérer. Il a réussi à traverser, c'est une chose du passé, oubliée déjà, comme tout le reste du monde sur l'autre rive. Y sourit, satisfait. Il est du bon côté. Autour de lui, sur la grève, sont éparpillés des corps munis de gilets de sauvetage jaunes ou orange. Aucun ne se relève. Le garçon détourne les yeux. Ce ne sont pas les premiers morts qu'il a vus au cours de son voyage. Tout à coup, un long nuage se déchire jusqu'à se dissiper entièrement. L'éclat brusque d'un étroit rayon de soleil lui fait lever le nez. De la main droite, le garçon se protège le visage. Il découvre alors Rue. Depuis la petite crique, il n'en voit que la titanesque griffe qui tenaille et masque la falaise. Elle est si longue qu'elle descend jusqu'à l'eau. Sous elle, la roche pastel de la côte porte le stigmate de son imposition. L'appendice a taillé dedans une profonde tranchée. Le rocher a éclaté de tous côtés avant de retomber en pluie de récifs. De la pointe qui existait là auparavant, il ne reste plus qu'une sorte de presqu'île de forme circulaire, séparée du continent par la patte de rue sur laquelle une végétation éparse survit encore. Le regard de Y, une fois descendu jusqu'à l'extrémité de la griffe, repart dans l'autre sens. Il remonte ce qu'il appelle, faute d'un meilleur mot, un doigt. Derrière lui, barrant l'horizon, il croit en distinguer d'autres. Il veut remonter encore, mais la paume de la patte est si large et si haute qu'il ne peut pas suffisamment tordre son cou pour la voir. Le soleil l'éblouit et la tête lui tourne. Sa main tendue devant lui ne suffit même pas à masquer la moitié du doigt de Rue. Le garçon ne pourrait pas dire s'il est terrassé ou enthousiasmé par cette vision. Il en a vu des photographies avant de partir, mais elles n'ont pas suffi à le préparer à l'immensité de Rue. Le vaisseau pétrolier, aperçu dans la nuit, n'est qu'une poussière en comparaison de la bête. Elle qui n'était la veille au soir qu'une brume rose à l'horizon, rutile à présent de toutes les nuances du rouge, du rose vif à des veines presque brunes de la taille d'un fleuve. Le garçon sait qu'au bout de ce doigt, il y a une patte et qu'au bout de cette patte, il y a tout un membre et qu'au bout de ce membre, une épaule cyclopéenne et qui l'attache au corps duquel partent 5 autres membres. Cela pourrait lui donner un air d'insecte, mais ce serait sans compter la tête et la gueule. En vérité, Rue ne ressemble à rien de ce qu'il a vu. D'ailleurs, il ne la voit pas.
Il ne peut que se l'imaginer. La bête est tout simplement trop grande pour ses yeux. Il voudrait avoir des ailes dans le dos pour prendre les airs tout droit jusqu'à la survoler, jusqu'à voir Rue tout entière. Lui qui n'en distingue qu'une partie, il rêve de pouvoir en ramener une image complète à tous ceux qui protestaient chez lui, le traitaient de fou, juraient que Rue n'existe pas et que ce n'est qu'un mirage. Il voudrait leur montrer et leur dire que Rue existe bel et bien et que c'est la vérité, incontestablement. Mais il ne le peut pas. Il n'est qu'un pauvre garçon dont le nom n'a plus qu'une seule lettre, pieds nus dans le sable d'une plage jonchée de cadavres dans un pays qu'il ne connaît pas plus qu'il n'en sait la langue. Comment pourrait-il montrer Rue tout entière ? Soudain il a froid. Un nouveau nuage masque le soleil et l'ombre recouvre la grève d'un seul coup. Le matin commence pour de bon, gris clair maintenant. Le doigt de Rue, qui luisait jusqu'alors légèrement, se ternit brusquement. Sa lueur intérieure a été éteinte. L'estomac du garçon se tord, l'éblouissement est passé. Lui qui songeait à s'envoler, le voilà brusquement ramené à la matérialité des choses. Il n'a rien mangé depuis au moins 2 jours. Ses poches sont totalement vides à l'exception de la bouillie cartonnée de ses papiers. La sacoche avec ses dernières possessions, la mère ne l'a pas rendue. Il n'a plus rien. Alors Y ramasse ses baskets et entreprend de remonter la plage. Les chaussures humides battent contre sa jambe maigre, comme la griffe de Rue sur la falaise. Il avance en suivant un ruisseau tiède et salé d'eau retenu par une crevasse dans le sol sablonneux qui s'en retourne calmement à la mer. Il a parcouru la moitié du chemin quand, à l'abri des arbres sur la pente raide qui fait face à la plage, un bruit de moteur se fait entendre. Il est bientôt suivi d'un second. Y se fige, il ne sait pas comment réagir. Un premier véhicule apparaît. C'est un camion peint rouge Rue, mais d'une couleur moins subtile car plus uniforme. Des lettres blanches sont dessinées sur son avant et sur ses ailes. Le garçon le reconnaît tout de suite comme celui des secours. Les portières s'ouvrent et 2 personnes en sortent. Y découvre avec stupeur qu'elles sont habillées du même jaune fluorescent que celui du gilet de sauvetage inutile qu'il a abandonné sur la plage. À en croire leur tenue, les 2 catégories de personnes étaient destinées à se rencontrer, ceux qui tentent de traverser et ceux qui les ramassent. Les 2 fluorescents ouvrent les battants arrière du camion, ils en sortent un brancard et plusieurs autres objets qu'Y ne distingue pas. Pendant ce temps, un deuxième camion d'un blanc poussiéreux vient se garer à côté du premier. D'autres personnes en surgissent, elles ne portent pas de vêtements particuliers. Immédiatement, elles se rapprochent des secours et si, de l'endroit où il est, et puisqu'il ne parle pas la langue, Y ne peut espérer comprendre leurs paroles, il en perçoit sans problème le ton. Les premiers arrivés, avec leurs vêtements jaunes et leurs brancards, sont exaspérés de la présence des seconds. Tous 4 s'élancent d'un pas vif en direction de Y sans cesser de se houspiller. L'un de ceux du camion blanc est muni d'un téléphone portable qu'il brandit devant lui comme une caméra. Il diffuse en direct des images de la plage. Ceux du camion rouge, tout en portant leur matériel, font de leur mieux pour dissimuler leur visage. Ils s'approchent du garçon. L'un d'entre eux, un homme, s'agenouille devant lui et lui parle. Y ne comprend rien. On lui pose sur les épaules une couverture brillante qui le réchauffe mais lui fait penser à l'aluminium fragile du sol du bateau. De nombreuses fois, au cours de son voyage, Y s'est préparé à ce moment. Il a appris à se présenter. Il ouvre la bouche pour dire « Je m'appelle… » Mais le dernier mot ne lui vient pas. Les 2 fluorescents échangent alors un regard entendu. Il y a de la pitié dans leur expression. Alors Y fouille dans sa poche et en tire ce qu'il reste de ses papiers. Il les tend devant lui. Les secouristes hésitent, puis les prennent et en observent l'initiale avec une moue désolée. Ils les lui rendent. Ceux du camion poussiéreux sont restés à 2 pas en arrière. Celui qui filmait a baissé son téléphone. Ils continuent cependant tous 2 de parler. Y croise le regard de celle qui ne filme pas. Elle lui adresse un mince sourire avant de lever le bras vers la grève et le bateau qui, finalement, est emporté. Elle a l'air pressée. Elle donne un ordre à l'autre qui s'avance, objectif tendu pour prendre le plus d'images possible avant que l'embarcation ne disparaisse entre les vagues. Puis elle s'avance à son tour et un des fluorescents la suit. Y voudrait se retourner pour voir ce qu'ils font, mais celui qui est resté l'en empêche d'une main ferme posée sur son épaule. Peut-être espère-t-il le protéger, mais que peut-il l'empêcher de voir qu'il n'a pas déjà vu, et plusieurs fois ? Le garçon fait la moue, mais il sait qu'il ne doit pas protester. Il doit se laisser faire pour monter dans le camion et que celui-ci l'emporte jusqu'à Rue. Derrière lui, l'œil du téléphone balaye tout.
Les images partent par le réseau vers leurs dizaines, centaines peut-être de spectateurs dont aucun n'est là pour voir. Les quatre, ceux du camion rouge et ceux de l'autre, ont les yeux fatigués et les paupières lourdes. Eux ont vu, encore et encore. Ils ont tellement vu qu'ils ne s'étonnent plus ni ne ressentent plus rien. Leurs yeux sont tout aussi vitreux que l'objectif du téléphone. Celui qui est resté auprès du garçon parle, prononce des paroles sur un ton machinal et rassurant. Elles n'ont aucun sens pour Y. Il doit dire les mêmes à tous ceux qu'il secourt, comme lui, sur la même plage. Quelques minutes se passent, puis les trois autres reviennent. Les fluorescents désignent le brancard. Le garçon comprend qu'il lui demande s'il peut marcher. Il hoche la tête. De nouveaux camions rouges arrivent. Tandis qu'il remonte enfin la plage, d'autres fluorescents la descendent. On assoit Y sur le marchepied du premier camion et il les regarde ramasser les corps, passer pudiquement sur eux des couvertures et les charger dans les camions. Ce manège se poursuit cependant près d'une demi-heure. De là où il est, le garçon ne voit plus la griffe de rue dissimulée par les frondaisons d'un pin. Les journalistes ont rangé leurs caméras mais ne sont pas partis, malgré les regards de mépris que leur adressent les secouristes. Ils posent encore des questions, montrent Y. Celui-ci croit comprendre qu'il s'interroge sur ce qu'il va lui arriver. Les secouristes haussent les épaules, lèvent les mains, pauvent vers le ciel. Ce n'est pas de leur ressort. La conversation s'envenime pendant quelque temps, mais sans véritable flamme. Cette dispute, ils l'ont déjà eue de nombreuses fois. À chaque fois qu'un bateau au sol d'aluminium chargé de trop de passagers est retourné par ceux qui ne veulent pas qu'il traverse sain et sauf. On fait monter le garçon dans le camion, il se laisse faire docilement. Les portes se referment, le bruit et la vibration du moteur évoquent à ses oreilles ceux du navire qui a tenté de le noyer. Pour ne pas y penser, il ferme les yeux et se figure la griffe et le doigt de rue. Le camion rouge s'engage sur la pente, les roues crissent dans les virages. Les fluorescents continuent de parler dans leur langue, mais plus de lui. Leur discussion est revenue sur des sujets plus quotidiens. Ce n'est que leur travail. Seul, à l'arrière du camion, Y pourrait croire qu'il l'ignore et cela lui convient très bien. Il ne veut pas attirer l'attention. Il ne doit pas attirer l'attention. Cet ordre, il se l'est répété tout au long de son voyage. Quand il atteindra rue, il devra faire de son mieux pour être comme invisible. Il s'est assis sur une banquette. Il s'autorise à s'y allonger, la tête posée sur un oreiller dur. Il ferme les yeux. Il ne peut cesser de voir la griffe et la couleur rue. Il sourit avant de s'endormir. Il a traversé. Il a réussi.